Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je reçois, ou plus exactement, nous recevons Antoine Bachelin-Sénat, qui va se présenter. On le reçoit pour son livre Bolsonaro, ou Bolsonaro, mythe et mensonge. Donc la couverture est derrière. Le livre est disponible sur Internet pour ceux qui veulent l'acheter, en anglais, en portugais et en français. Donc, je suis accompagné de deux chroniqueurs, Louis et Tertullien, qui interviendront quand ils veulent dans l'émission. Donc, Antoine, on a discuté en privé quelques fois sur Twitter, mais on ne se connaît pas beaucoup. Est-ce que Mhm. tu pourrais Un te plaisir, présenter en quelques mots bien sûr. pour ceux qui te connaissent pas ou pour ceux qui Mhm. croient te connaître? Bien sûr. Alors, en quelques mots, je suis un entrepreneur, donc j'ai un buffet traiteur que j'ai fondé ici avec mon épouse brésilienne, avec qui je suis marié depuis 2012. Moi, je suis arrivé au Brésil en 2011. J'ai toujours aimé le Brésil depuis que je suis adolescent, donc c'est un pays que je connais à travers le jiu-jitsu brésilien, qui est devenu connu dans les UFC, dans le combat libre, hein, pour toutes ces techniques au sol, connues par les Gracie. Donc voilà, moi, je connais le Brésil depuis que je suis adolescent et je suis tombé amoureux de ce pays. Je suis patriote, je suis français, mes parents sont français et Bolsonaro est souvent incompris pour les Français. Pourquoi? Parce que c'est difficile déjà de parler portugais pour les Français, hein. C'est difficile d'avoir accès à la source. Et donc, avec cette situation de Covid, etc., j'avais un peu plus de temps parce que mon buffet traiteur était arrêté. Et donc, on était assez en colère aussi parce que les gens arrêtaient de faire des fêtes. Mais bon, le Covid, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas ou plus tard, ou peut-être, peu importe. Mais voilà. Donc, j'ai écrit en ayant un petit peu de temps durant cette époque du Covid, ce livre Bolsonaro, justement pour démonter, pour expliquer la figure de patriote qu'est Bolsonaro. Je pense que ça va résonner pas mal pour les Français parce que il incarne véritablement un peu comme Poutine. On pourra prévoir ses différences et ses points de similarité. Il défend le socle familial depuis le début. Il est militaire, il a une carrière de militaire, de capitaine parachutiste, donc il a des valeurs de discipline, d'engagement, de courage qui ont été prouvées maintes fois. Et ces qualités-là, il les a aussi dans la politique. Avant d'être président, il a une trentaine d'années en tant que député où il n'y a aucun scandale sur lui de corruption, aucun. Il a essayé d'être acheté, je le détaille dans mon livre, par différents partis. Il n'a jamais accepté d'être acheté par aucun des partis. Donc voilà une des raisons aussi pour lesquelles il y a tant de mensonges sont inventés sur lui, parce qu'ils n'ont pas de cas de corruption à lui reprocher. Et donc ils vont inventer tout un tas de narratifs comme d'habitude, hein, homophobes, génocidaires, nazis. Donc voilà, et moi, dans mon livre, justement, je détaille ces attaques dont il a fait l'objet et j'explique, je remets les choses au clair, voilà, en expliquant que non, c'est pas un homophobe, c'est quelqu'un. Donc on va en parler un petit peu. Voilà, différents sujets qui sont vraiment très intéressants. Et je pense pour les Français, ça peut être une inspiration d'avoir quelqu'un qui remet la famille au cœur, voilà, du débat et de montrer que c'est en termes aussi économiques, on va parler peut-être des réformes dans l'infrastructure brésilienne qui était un point qui pêche, hein. Donc voilà, les réformes qui sont faites dans l'infrastructure en ce moment font que, par exemple, en termes d'exportation de soja, c'est aujourd'hui moins cher de le faire depuis le Brésil que depuis les États-Unis. Donc il y a énormément de progrès qui vont propulser le Brésil dans les pays développés dans les prochaines années. Donc voilà, c'est un pays émergent, mais bientôt il va manger les places des premiers. Voilà. Écoute, J'ai fait une Antoine, grosse introduction. on Excusez-moi, te... hein. Non, non, mais c'est très bien, tu es l'invité, donc il n'y a pas de problème. On te remercie Merci. pour cette introduction qui pose le cadre. Tu as dit quelque chose d'important sur lequel on reviendra au cours de l'émission. Quand on prétend analyser l'histoire ou la politique, c'est vrai qu'il y a toujours cette question des sources. Et nous, en France, on le voit bien, que ce soit déjà la presse anglo-saxonne, les gens ne la lisent pas. Alors, la presse brésilienne, je pense que encore moins. Donc on a bien compris que tu aimais Bolsonaro. Donc on a bien compris également que pour toi c'était un bon président qui était injustement attaqué.
moi, j'avais une première question, puis après, Louis ou Tertullien, quand ils veulent, vous enchaînez, les amis. Moi, j'avais une question à te poser. Depuis qu'il est au pouvoir, si tu avais, allez, disons-le clairement, une seule loi ou une seule action positive, vraiment mettre en avant, Mhm. laquelle ça serait laquelle? Alors, il y en a tellement, moi je vais cibler sur une simplement. Il y avait un groupe qui s'appelle le MESCT, qui c'est le Movimento Sem Terra, donc le mouvement des sans terres. Ce sont les personnes qui revendiquent des terres, hein, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient urbaines, et qui sont utilisées par le Parti des travailleurs, le parti de gauche, le parti qui est anciennement communiste, qui appartenait à Lula, et donc qui est utilisé pour faire des manifestations, comme force d'agitation pour pousser les foules dans la direction qu'ils veulent. Ce qu'a fait Bolsonaro, qui est très important, c'est qu'il a donné des terres. Le Brésil a énormément de terres. Il a justement donné des terres en construisant des maisons pour ces personnes-là qui font partie du Movimento Sem Terra. Et donc, il leur a donné un terrain avec une maison. Et donc ça, c'est un des faits avec des vidéos, on le voit sur Internet, des personnes âgées qui pleurent, qui ont rêvé toute leur vie de posséder une maison, qui se sont fait avoir par des gens de ce mouvement sans terre, Movimento Sem Terra, donc qui ont été exploités politiquement par ces gens-là. Aujourd'hui, reçoivent leur maison, reçoivent leur certificat, leur terrain, leur maison. Ils pleurent, ils sont en larmes. Donc voilà une des choses qui est vraiment très belle qui a été faite par Bolsonaro. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a un viaduc qui avait été promis par l'ancien président corrompu Lula, qui devait être construit depuis plus de 15 ans, qui n'a jamais été construit, alors que Lula envoyait de l'argent au Venezuela, envoyait de l'argent à Cuba, envoyait de l'argent partout pour construire des ponts qui là étaient construits, mais qui au Brésil n'étaient pas construits. Bolsonaro est arrivé, en 2 ans, ce viaduc a été construit pour ramener de l'eau aux habitants du nord-est du Brésil, et donc ces habitants qui n'avaient pas accès à l'eau étaient obligés avant d'acheter de l'eau de citernes, de camions, et les citernes de camions qui, bien évidemment, appartenaient une sorte de mafia qui appartenait à un politique local. Donc, ils faisaient exprès de ne pas développer ces régions-là parce que, justement, financièrement, ça les intéressait. Donc, ils exploitaient la population locale en ne lui donnant pas de l'eau. Et ce viaduc-là, qui a été créé par Bolsonaro en très peu de temps, alors que le président Lula le promettait depuis 15 ans, mais ne le faisait jamais, et volait l'argent qui était destiné à construire pour se le mettre dans les poches, et ben Bolsonaro l'a fait. Il y a plein de choses comme ça, énormément. Ok, Louis, Tertullien. J'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on entend très bien. Super. Bon, bah, parfait. Alors, par rapport à ces terres ou ces maisons qui ont été transmises, est-ce que ces terres-là, elles appartenaient à qui? À l'État? Oui, oui. L'État a énormément de terrain. Le Brésil est un pays vraiment très grand. Donc, oui, oui, ils ont donné. Il fait énormément pour sa population. Ils ont donné, ils ont vendu. Ils ont donné avec un certificat, c'est des dons. Il n'y a pas d'intérêt financier là-dessus. C'est vraiment un geste pour bénéficier à la population, qui n'est pas un geste populiste, qui est un geste au contraire de vouloir donner ce qui est de droit. Je pense qu'on est né sur cette terre, voilà, on devrait avoir le droit d'avoir un toit sans devoir être mis en esclavage par d'autres. Donc voilà, tout le monde devrait y arriver. C'est vrai que ces gens ont été exploités durant des années par ces partis politiques et méritaient de recevoir ces maisons-là. Voilà. Ils demandaient depuis des années, ils ne l'obtenaient pas à cause de la corruption. Alors, du coup, j'ai une deuxième question c'est pas forcément sur le même sujet, mais c'est vrai que ce concept-là, je ne le connaissais pas. Je connais les expropriations avec les communistes en URSS, où ils prennent des propriétés privées pour les nationaliser, mais c'est vrai que l'autre mouvement, je ne le connaissais pas, donc c'est à creuser, mais c'est intéressant. Et alors, comment Bolsonaro il est arrivé au pouvoir? Est-ce qu'il avait déjà beaucoup de contacts dans le gouvernement? Est-ce que, voilà, comment il est arrivé au pouvoir? Alors, un peu comme Trump, qui est considéré, moi je fais souvent des parallèles entre Trump et Bolsonaro, mais Bolsonaro est plus intelligent politiquement que Trump parce qu'il a plus de 30 ans d'expérience en tant que député.
Donc, il était député, il a été conseiller municipal, je le détaille dans mon livre. Premièrement, il était conseiller municipal, avec des épisodes un peu marrants où il avait l'habitude, quand il était capitaine parachutiste, de débarquer dans la caserne des soldats pour une inspection surprise. Un jour, il est allé dans la salle des ressources humaines de la préfecture parce qu'il voulait rechercher les emplois fictifs. Et donc, on ne le laissait jamais rentrer dans cette salle des ressources humaines. Un beau jour, comme il avait l'habitude de rentrer dans la caserne sans aviser les soldats, un beau jour, il rentre dans la salle des ressources humaines. Tous les employés partent en courant. Qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour prendre la clé, se fermer à clé pour pouvoir rechercher les documents sur les emplois fictifs. Et ils ont appelé la police, mais la police n'est pas venue parce que c'était simplement un député qui était en train de faire son travail. Hein, donc, il n'y avait pas de destruction du patrimoine ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas rentrés. Mais donc, voilà, il y a plein de faits qui sont… et ça date de tout début de sa carrière, quand il était conseiller municipal. Donc, énormément de faits comme ça où il a un comportement osé, il a un comportement atypique. Il n'est pas dans le politiquement correct. C'est pour ça que je parlais de Trump. Mais il a plus d'intelligence. Il connaît son ennemi parce qu'il a 30 ans d'expérience politique en tant que député, où il n'y a aucun cas de corruption. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus… Et puis, c'est un militaire, donc il a une expérience aussi, même si Trump a fait ce service militaire. Bolsonaro était capitaine parachutiste, donc il a une intelligence… pas seulement en termes, je parle du terrain, mais une intelligence aussi en termes de stratégie. Souvent, les gens pensent que les militaires, c'est simplement des gros muscles, mais non, il y a aussi tout ce qui est l'art de la guerre et toute gestion de maîtriser les ressources. Il y a toute une… Et puis, il y a une histoire aussi au Brésil des militaires qui ont lutté contre une tentative d'instauration de dictature communiste, un peu comme ce qu'ils ont fait à Cuba, un peu comme l'exemple de ce qu'ils voulaient faire aussi chez les FARC en Colombie. Donc, il y a une tentative ici de créer une dictature communiste et les militaires ont empêché ça durant les années 1950-1960. Donc, il y a une histoire aussi des militaires. Je raconte aussi un épisode quand Bolsonaro était adolescent et qu'il a rencontré des militaires pour la première fois de sa vie. Ils étaient en train de chasser un déserteur qui était terroriste. Donc moi, quand je parle de terroristes communistes, ici, il y a de véritables terroristes communistes qui faisaient sauter des bombes dans des stades avec des morts. Donc, c'était une vraie tentative d'instauration de dictature communiste ici au Brésil. C'était quelque chose de sérieux avec des morts. Et donc, ce jour-là où il y avait un déserteur qui était dans la forêt et l'armée était derrière lui, Bolsonaro, elle a l'habitude de se balader avec un âne, de chasser et de pêcher dans cette forêt-là. Donc, il leur a dit, écoutez, je connais certains chemins, j'ai appris que vous étiez en train de rechercher un terroriste, je peux vous montrer quelques chemins, parce que ce terroriste, il était à 100 mètres de son collège, hein, et il a pris en otage 2 policiers. Donc voilà, c'est à ce moment-là que Bolsonaro a pris contact avec les militaires. Il était adolescent, donc il a voulu ensuite rentrer dans les militaires. Mais voilà, je pars dans tous les sens, hein, désolé, je ne sais pas si ça répond. J'essaie d'approfondir aussi avec d'autres idées, c'est pour ça que je détaille un peu plus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais du coup, alors, il est rentré au pouvoir donc, parce qu'il avait une expérience, hein, si j'ai bien compris. Mais c'est quoi Oui. Alors, j'ai vu une vidéo où vous parliez en fait de votre livre et vous parlez très souvent du communisme Oui. comme ennemi, évidemment. Mais quelle est la structure politique? Parce que c'est vrai que nous, en France, on a quand même, d'une certaine façon, bon, il parle de droite, des droites, extrême droite, gauche, libérale, les différents secteurs, etc. Les différents clusters, donc les identitaires, enfin, il y a plein de façons de voir la politique en France. Au Brésil, quelle est la structure politique? Les gens sont plutôt pauvres, mais est-ce qu'il y a juste communistes libéraux? Oui, alors je vais répondre déjà sur 2 points. Moi, quand je parle de terrorisme communisme, j'essaie de l'expliquer au niveau historique dans les années 1950-1960, une véritable tentative d'instauration de dictature communiste, c'est-à-dire des soldats cubains armés jusqu'aux dents qui étaient envoyés au Brésil. Qu'est-ce qui se passe pour les FARC colombiennes? C'est un groupe militaire allié avec les narcos, qui ont un territoire financé par de la drogue et qui ont donc une zone à eux, comme si c'était à eux.
Donc, cette zone-là qui leur appartient, ils voulaient faire la même chose ici au Brésil, je le détaille dans un chapitre autour de la région de Araguaia, qui est une région qui remonte jusque le centre, l'Amérique centrale. Et donc, toute cette zone-là voulait être contrôlée par des narcotrafiquants et par aussi des soldats cubains armés jusqu'aux dents. Et ça, c'est détaillé. Hein. Donc, il y a eu une tentative de véritable instauration de dictature communiste. Donc ça, c'est un vrai point. On n'est pas dans simplement du blabla ou simplement un jeune qui a aujourd'hui 18 ans qui rêve du communisme. Non, c'est quelque chose de sanguinaire. C'est pour ça que j'ai un chapitre aussi sur le terrorisme communiste sanguinaire en détaillant vraiment des attentats à la bombe, des gens blessés, des gens tués. Donc c'est quelque chose de violent. C'est pas quelque chose de philosophique à débattre. C'est vraiment historique. Et maintenant, pour reprendre sur votre question sur la politique, alors Bolsonaro aujourd'hui, il s'est allié pour les prochaines élections avec un groupe du centre. Donc souvent quand les médias le dépeignent comme quelqu'un d'extrême droite, il a toujours commencé sa politique au centre. Donc voilà pour expliquer un petit peu sa progression. Donc il a toujours été dans ce côté-là centre ou alors droite, bien sûr pas la gauche. Hein. Il s'est toujours mis en opposition face à la gauche, qui était très corrompue, la gauche au départ communiste et puis ensuite qui s'est déguisée sous le nom de Parti socialiste. Mais ce sont les mêmes communistes comme Dilma Rousseff qui par exemple faisait exploser des bombes. Elle faisait exploser des bombes. Donc, en travaillant pour les communistes, avec des amis communistes, c'était une véritable terroriste, hein, Dilma Rousseff. Donc ça, c'est prouvé. Voilà, vous recherchez un petit peu, vous voyez qu'elle faisait exploser des bombes. Donc, ce sont vraiment des terroristes communistes. Quand je parle de communistes, c'est dans ce cas-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je peux amener d'autres éléments après. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai une petite question, je me permettrai de la poser. Bonjour Antoine. Bonjour. Moi j'ai une question à vous poser quand je lis un texte comme ça de quelqu'un qui qui fait des éloges ou une biographie positive envers quelqu'un. J'ai une question un peu provocatrice peut-être, mais j'aime bien la poser. C'est, est-ce que vous pourriez me citer une chose qu'a mal faite Bolsonaro? Bien sûr. Alors, il a les qualités et là ses excès, un peu comme moi, un peu comme nous tous. Donc, souvent, il est un peu très le sang chaud. Donc, bon, bien sûr, il y a certaines insultes qu'il a eues, certaines réponses qui étaient peut-être pas politiquement correctes. Vous savez, il y a le côté très bien de ne pas être politiquement correct, où des fois, vous êtes plus direct, vous êtes plus franc, vous êtes plus... voilà, vous avez un franc-parler qui parle aux foules et qui les touche. Mais d'un autre côté aussi, vous avez certaines personnes qui peuvent être choquées. Il y avait une réunion qui a été filmée par l'ancien ministre de la Justice, Sergio Moro, qui ensuite est... Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On m'entend très bien, parce que j'avais eu un appel en même temps. Alors, je vais revenir ici, excusez-moi. Voilà. Alors, je disais qu'on avait, durant le... excusez-moi, avec cet appel, j'ai oublié si vous pouvez me rappeler mes dernières phrases, excusez-moi. On a tous... Le politiquement correct. Ouais, on a Oui, tous le le sang politiquement chaud, correct. politiquement correct. Voilà, le politiquement correct. Donc, il y avait une réunion qui avait été enregistrée à son insu par un ancien ministre de la Justice, Sergio Moro, qui ensuite est sorti pour lancer sa candidature. Puis finalement, il a annulé, il n'a pas voulu continuer à vouloir se présenter. Et dans cette réunion, donc la vidéo est circulée sur Internet, Bolsonaro était en train d'insulter, voilà, il y avait beaucoup de gros mots, mais la population a compris que c'était nécessaire. Il était en train justement de s'indigner durant le Covid du fait que les gens, de toutes ces mesures absurdes en fait, voilà, pour pas revenir dessus. Et donc il est en train de dire mais c'est pas possible. Ces politiques qui ont fait ça sont des imbéciles. Il disait voilà des gros mots un peu plus gros que cela. Donc voilà, il a ce franc-parler qui fait que du coup il est beaucoup plus facilement caricaturable. Vous voyez, un petit peu comme Trump, du coup c'est facile pour l'opposition, c'est facile pour les médias d'en construire une caricature et de dire voilà c'est quelqu'un d'excessif, c'est quelqu'un qui exagère, vous voyez. Et alors, est-ce que c'est pas une erreur? Par exemple, moi, je ne connais pas la politique brésilienne. Toi, tu la connais, tu es sur place, tu as écrit un livre. Est-ce que c'est pas une erreur quand on connaît justement toi qui veux faire découvrir
Bolsonaro au public français, de le comparer, par exemple, ou de le mettre dans la même catégorie que Trump ou Poutine. Et étant donné qu'en France, les mass médias passent leur temps de mon point de vue, alors que moi, je ne suis pas du tout pro-Trump ou pro-Poutine, mais il y a quand même un regard très biaisé, voire même très caricatural sur Trump et Poutine. Et donc, est-ce que tactiquement, tu ne commets pas une erreur en te disant, bah oui, en tout cas pour le public français ou francophone, de vouloir rallier ce chef d'État à d'autres chefs d'État qui sont vilipendés par les médias francophones ou occidentaux d'une manière générale? Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui se sont réveillés. Depuis le Covid, il y a eu un réveil vraiment beaucoup plus massif. Et les gens ne croient plus aux médias mainstream de moins en moins, hein, même si, voilà. Puis, de toute façon, les boomers seront amenés un jour à disparaître. Donc, voilà. Mais non, je crois qu'il y a plus de points communs avec Poutine, avec Trump. Poutine aussi qui défend le socle familial. Donc, voilà, moi, j'ai voulu aborder sur ce point-là. Après, ceux qui veulent chercher la vérité vont la trouver. Et Bolsonaro, il utilise souvent cette phrase de la Bible, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc, celui qui veut rechercher la vérité va la chercher. Et je pense que quelqu'un qui vraiment a dans sa tête l'objectif d'aller chercher la vérité ne va pas être empêché par des narratifs des médias mainstream. C'est sûr que certaines personnes ne vont pas chercher plus loin que leur bout du nez. On a entendu que les médias mainstream ont parlé mal, on dit que Bolsonaro est un dictateur, etc. Ils ne vont pas chercher plus loin. Mais d'autres personnes ne vont pas s'arrêter seulement sur cette vision caricaturale et mensongère, voire même oui, les mensongères, voilà. Et donc, ils vont aller chercher plus loin. On sait tous qu'il y a des jeux, de narratifs. Donc, voilà, il faut aller chercher. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas c'est pas une Bible, quelque chose d'inquestionnable. C'est justement quelque chose qui essaye de faire, de permettre aux Français de connaître. Et ceux qui ont envie d'aller justement chercher un petit peu plus loin que la caricature qui est présentée, ou ceux qui se posent quelques questions, est-ce qu'il serait réellement est-ce qu'il serait réellement cette caricature, ou est-ce qu'il est autre chose, ou est-ce qu'il est vraiment comme ça, donc voilà, essayez de vous intéresser un petit peu là-dessus, et voilà, donc ça c'est mon idée pour les lecteurs. Oui. Après, c'est sûr qu'on est obligé de faire un parallèle. De toute façon, ce sont déjà les médias mainstream qui l'appellent, par exemple, de Trump tropical. Donc, c'est pas moi qui fais le parallèle, c'est un parallèle qui a déjà été fait par eux. Donc, voilà, moi, j'avais noté dans ton livre, tu dis en page 10, donc c'est bien que tu en parles parce que je l'avais prévu, tu dis il a le charisme et le courage d'affirmer ses convictions et de démasquer les hypocrites corrompus, comme Trump l'a fait, souvent appelé de Trump tropical. Bolsonaro a plus d'expérience en politique avec 30 ans en tant que député, et il connaît donc très bien ses ennemis et comment les faire chuter. Voilà, oui, tout à fait. Il y a la prochaine phrase aussi qui est intéressante. Ces positions ne sont pas polémiques ni controversées du tout par le peuple. Et justement, les médias mainstream essaient de poser ces idées, ces opinions comme quelque chose de polémique ou de controversé, alors que non, ces idées appartiennent à la majorité. C'est pour ça que le titre de mon livre aussi, c'est « La force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente ». La majorité est en faveur de défendre la famille, la majorité est en faveur de toutes ces opinions et idées de Bolsonaro. Par contre, les médias mainstream le présentent comme polémique, comme controversé, alors qu'il n'est pas du tout controversé par le peuple, comme je l'explique. Il est présenté de telle façon falsifiée par une opposition corrompue, hypocrite et calomnieuse. Donc voilà, on sait qui contrôle les médias. Hein. Voilà. Super. Louis, est-ce que tu as une dernière question avant qu'on passe à la partie 2? Je voulais juste rajouter un petit truc pour, excusez-moi, la suite c'était intéressant aussi, quand vous avez pris cette page 10, il y avait, alors c'est un homme authentique, cohérent et qui ne s'incline jamais devant la dictature du politiquement correct, il dira ce qu'il a à dire, donc de toute façon s'il a quelque chose à dire, lui il va le dire de toute façon. Donc ça c'est ce qui a permis aussi durant ces années de Bolsonaro au pouvoir de ramener de plus en plus de Brésiliens qui étaient désintéressés de la politique, et là on peut faire un parallèle avec les Français, il serait temps d'avoir un Français hors du système, pas comme Zemmour, hein, hors du système, mais qui est politiquement incorrect, qui est un franc-parler. Donc, Antoine, tu nous disais que les positions de Bolsonaro ne sont pas du tout polémiques, c'est plutôt les grands médias et les médias mainstream qui
qui les considère et qui les présente de cette façon. Pourtant, tu vois, quand on fait des recherches sur Bolsonaro, on dit de lui, par exemple, qu'il a eu une nostalgie pour la dictature militaire de 1964-1985. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors voilà, j'ai parlé d'une instauration d'une dictature communiste. Voilà, j'ai parlé d'une instauration d'une dictature communiste. Alors, ça, c'est le camp des méchants. On est d'accord. Ce sont des gens qui faisaient exploser des bombes, ok, dont fait partie Dilma Rousseff, qui a fait exploser des bombes, ok. L'autre partie, c'est quoi? L'autre partie, c'est les militaires qui ont défendu les civils, ok. Voilà l'autre partie. Et j'allais dire le public, non, dont la population voulait. Il y avait des manifestations que je détaille aussi dans mon livre, comme quoi le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba avec des records de manifestations dans les rues. Ce n'était pas une dictature. On va revenir à nouveau. Qui vous présente ça? Et qui a écrit de cette façon-là dans les manuels et qui justement est dénoncé par des politiciens comme Bolsonaro, c'est justement cette gauche aujourd'hui déguisée en socialiste, mais qui à l'époque était communiste et faisait des attentats terroristes meurtriers, qui réécrit l'histoire et essaie de dire qu'il y avait une dictature militaire, alors qu'en fait, les militaires défendaient la population contre l'instauration d'une dictature communiste. Vous voyez, comme quoi ils essayent, comme d'habitude, de l'inversion accusatoire en donnant une fausse information au public. Et je crois que c'est intéressant. C'est toujours le même fonctionnement de ces merdias mensonges. Oui, puis alors que sur place, on l'appelle la Cinquième République. Louis, tu avais une question plutôt géopolitique à poser à notre ami, donc on t'écoute. Alors, en fait, j'ai ma question géopolitique, mais c'était juste pour savoir, au niveau du Brésil, quels sont les principaux défis qu'il y a actuellement, sachant que vous avez parlé des infrastructures tout à l'heure. Tout à fait, c'était un des plus gros défis et on a un ministre de l'infrastructure, Tarcísio, qui va maintenant être candidat comme gouverneur de São Paulo. Et s'il est élu, je le pense, il va faire un très bon boulot. Donc, on a des réformes, j'ai parlé un peu plus tôt, par exemple, d'un viaduc au nord du Brésil qui avait été promis durant 15 ans par Lula, et à part se mettre des sous dans les poches, il n'a rien construit. Bolsonaro l'a fini en 2 ans et énormément d'infrastructures là-dessus. Voilà, le principal problème, c'est l'infrastructure. Le Brésil aussi est un pays immense. Donc, c'est compliqué avec des endroits très difficiles de construire. Donc c'est un pays vraiment très grand, mais il y avait des projets qui étaient bloqués et non développés à cause de corruption depuis des années. Donc, en peu d'années là, du gouvernement de Bolsonaro, on a un développement de ces infrastructures. Et c'est ce qui empêche le Brésil, qui est pourtant le principal producteur de soja, le principal producteur de haricots, etc., de pas mal de denrées alimentaires. Hein. Le Brésil peut nourrir pratiquement la moitié du monde. Et donc, il a besoin d'une infrastructure, d'un transport. Il y a des projets de transport ferroviaire, de transport maritime qui sont développés et qui permettent de baisser, comme j'ai dit, le coût de transport par rapport aux Américains. Donc, le Brésil va devenir le leader. Le Brésil est un pays émergent depuis déjà des années. On voit son économie dans les 10 premières, mais il va monter. C'est un des pays qui s'est récupéré le plus vite aussi face au Covid. Moi, j'ai un article dans mon livre justement sur le FMI, le Fonds monétaire international, qui félicite le Brésil pour sa réponse économique face au Covid. Donc, il a pas laissé de côté, par exemple, des freelancers ou des gens, par exemple, comme nous, dans notre buffet, des serveurs qui n'ont pas de contrat fixe, ou alors des personnes qui font en moto, qui sont des motoboys, qui vont amener à manger à droite à gauche sur leur moto. Ça, c'était des gens qui avaient plus de ressources. Donc, Bolsonaro leur a donné, leur a ouvert un compte digital, leur a transféré des milliards et des milliards durant le Covid pour les aider. En plus de se dire contre le confinement, en plus de se dire pour le traitement précoce, hein, mais il a fait face à une corruption aussi très forte. Hein. Il y a des fonctionnaires qui sont toujours en place, hein, qui ont été mis à l'époque de Lula. Le Brésil a un peu un fonctionnement comme les États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas mal décentralisé. Une fédération, ouais. Donc,
il y a un tribunal suprême aussi qui casse souvent les pieds de Bolsonaro. Souvent, des personnes m'envoient des liens en me disant « Ah, bah, tu as vu, Bolsonaro, il défend ça, mais le tribunal, il a décidé ça. » Bah oui, ces personnes de ce tribunal ont été nommées par Dilma et par Lula. Et donc, ils font tout pour bloquer Bolsonaro, pour bloquer certains projets. Donc, il y a une lutte difficile, mais voilà, mais c'est en train de se faire et les infrastructures avancent et se développent. Donc, on est vraiment très confiant en fonction des différents projets qui sont développés et qui n'avaient pas été faits avant. Donc, voilà, le principal point très intéressant au niveau économique. Et donc, au niveau géopolitique, moi, j'ai une carte pas très loin là, du monde. On voit le Brésil qui prend il prend une place énorme. Quelles sont les relations déjà avec les pays voisins? Oui. Les États-Unis, puisque j'ai entendu que les Brésiliens se référaient souvent aux États-Unis, c'était un petit peu leur modèle. Et donc, au niveau à la fois des pays latinos, les États-Unis, et puis aussi peut-être l'Afrique, comment vous vous positionnez avec l'Occident, l'Afrique, bien sûr. la Chine? Alors, Bolsonaro est un souverainiste, hein, un peu comme Poutine, c'est-à-dire qu'ils ont une vision multipolaire du monde. Ils n'ont pas une vision suprémaciste américaine. Les Américains, la population est souverainiste, mais il y a une élite corrompue qui, elle, est pour une suprématie impériale et qui donc essaye d'étendre de s'étendre dans d'autres pays. Mais Bolsonaro est donc dans cette vision multipolaire, voilà, comme Poutine, comme d'autres, hein, pour respecter la souveraineté de chaque pays. Même certains pays qui sont pourtant socialistes comme l'Argentine, récemment, il y a quelques jours par exemple, l'Argentine qui a complètement sombré dans le socialisme très proche du communisme. C'est vrai que souvent il y a cette blague, on sait à quel moment commence le communisme, on ne sait pas à quel moment commence le socialisme, où s'arrête l'un ou l'autre, et c'est assez compliqué de voir. Mais l'Argentine, justement, qui a des difficultés actuellement à se fournir en gaz, a obtenu l'aide de Bolsonaro il y a quelques jours qui vont justement fournir le gaz pour l'Argentine. Donc, c'est un pays ouvert au dialogue. Hein. On n'est pas dans une opposition forcenée contre les socialistes d'autres pays. Non, pas du tout. On est dans un dialogue intelligent, contrairement à certaines décisions actuellement contre l'Ukraine qui sont un peu fous au niveau économique et voilà, qui ont été dénoncés par certains, dont Youssef Indy, par exemple, ou certains économistes comme Charles Gave, qui expliquent que les Européens ne peuvent pas se passer du gaz russe. Donc voilà, ici on n'a pas de décision émotive comme ça, c'est vraiment quelque chose de rationnel et du multipolaire qui profite à tous et pour que l'intérêt en fait c'est quoi c'est vraiment que le peuple commun ait plus d'argent au jour le jour. La véritable politique c'est ça, qu'on ait des conditions meilleures de vie, qu'on ait un meilleur pouvoir d'achat et aujourd'hui les dégénérés du woke, du gauchisme dégénéré veulent nous faire croire que le progrès c'est d'être trans, etc. Non, le progrès, c'est très simple, c'est très facile à calculer, c'est est-ce qu'on améliore notre pouvoir d'achat jour après jour. C'est tout. Donc après, pour revenir au niveau géopolitique, peut-être, oui, je ne sais pas si j'ai avancé un petit peu, je suis parti sur autre chose après, mais... Et alors moi, c'est une question qui n'est pas liée à la géopolitique, mais qui aura un impact sur la géopolitique brésilienne dans les prochaines années. C'est cette année, je crois, qu'ont lieu les élections brésiliennes. Oui, donc c'est ça, Bolsonaro met son titre en jeu fin de l'année 2022. Alors, je sais que les médias mainstream anglo et français mettent Bolsonaro perdant. Bon, comme d'habitude, ils l'ont fait avec Trump. Enfin bon, voilà, donc je ne me fie absolument pas aux mass médias occidentales, mais il semble quand même de certains, parce que j'ai fait un peu de veille en préparant l'entretien d'aujourd'hui, qu'on retrouve un certain mécontentement quand même, une sorte de déception vis-à-vis de Bolsonaro. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui en avril 2022, les élections sont en octobre 2022. Quel est votre pronostic? Est-ce que Bolsonaro va gagner? Et si oui, est-ce qu'il fera mieux qu'avant? On a une manifestation ici, par exemple, que je mets dans le livre, page 149, les manifestations du jour de l'indépendance brésilienne, hein, et c'est marrant parce que c'était durant le Covid et les gens en avaient vraiment ras-le-bol, et Bolsonaro était vraiment contre le confinement et en faveur de la défense des libertés, contre tous les lockdowns, et on a un record lors du jour de l'indépendance si on voit après, alors c'est un record, 3 millions de personnes, 3 millions de personnes, seulement à Sao Paulo. 3 millions de personnes qui manifestaient
leur soutien à Bolsonaro. Et des régions, pour parler d'autres régions, par exemple du Nord-Est, hein, qui étaient des régions plus contrôlées par la gauche, hein, de par leur mafia, j'ai parlé des citernes d'eau, ils ne voulaient pas développer ces régions-là justement pour que les gens payent l'eau à la citerne, hein, au lieu de construire un viaduc. Depuis que Bolsonaro a construit des viaducs dans différentes régions, ils sont tous en faveur de Bolsonaro, donc il faut faire attention aux médias quels sont les médias. Il y a aussi des médias ici brésiliens qui sont contrôlés par cette oligarchie corrompue et donc voilà, qui profitaient à l'époque des communistes, qui profitaient à l'époque des socialistes, qui ont reçu aussi énormément de subventions. Bolsonaro a diminué drastiquement toutes les subventions pour certains médias corrompus. Vous imaginez en France, si on arrêtait totalement les subventions pour Le Monde, pour Libération, etc., qu'est-ce qu'on pourrait respirer comme ce serait agréable? Donc voilà des choses qui ont été faites au Brésil et qui les laissent fous. Vous imaginez la rage, c'est pour ça qu'il a quand même souffert une attaque au couteau, hein, avant d'être élu président. Donc Et durant la campagne, oui, d'ailleurs, ça a été. Alors que les partis qui l'ont attaqué se défendent comme le camp du bien, comme le camp des gentils, encore aujourd'hui. Cette attaque, il l'a quand même favorisé. Mais alors, pour en revenir à la géopolitique, quelle est la position aujourd'hui officielle du gouvernement C'est quand même brésilien? dur de dire qu'une attaque au couteau la favorise. J'aimerais pas que ça vous arrive quand même. Non, bien sûr, mais techniquement, en général, quand quelqu'un se fait attaquer, ce qui est normal, il y a une vague de sympathie et d'estime, c'est logique. C'est-à-dire que dans la rue, quand quelqu'un tape un autre, bah, par humanité, par cœur, même si vous ne connaissez pas l'histoire, et même si celui qui tape, Oui, entre guillemets, a raison, celui qui se fait taper, il est toujours considéré comme... Alors, pour revenir sur ce point aussi, l'ancien ministre de la Justice a toujours pas voulu enquêter sur qui a été financé, non, qui a financé cette personne qui a attaqué au couteau. Parce que cette personne qui a attaqué au couteau était un ancien adhérent du PSOL, qui est le Parti socialiste, qui a été prouvé. Donc, c'était un ancien membre du Parti socialiste. Oui, Mais le alors après, ministre de la Justice qui a été renvoyé il est plutôt parti de lui-même parce que il voulait créer une opposition à Bolsonaro. Il n'a toujours pas enquêté sur qui sont les vrais financeurs, mais on le sait. Qui recherche arrive à trouver. Bref, c'était un... Non, non, mais bien sûr, non, voilà, juste pour finir sur la sympathie, voilà, quand quelqu'un se fait taper, techniquement, les gens vont prendre parti pour celui qui se fait agresser, même si, entre guillemets, l'agresseur a raison. Quelle est la position officielle du gouvernement brésilien sur les événements qui se passent à l'est de l'Ukraine? Alors, il est resté dans la neutralité, hein. C'est vrai que respecte le principe de souveraineté, hein, et puis les mesures absurdes comme quoi mettre les drapeaux de la Tour Eiffel mais le drapeau ukrainien sur la Tour La Eiffel, Tour je trouve Eiffel, ouais. que ça fait pas trop la différence. On est toujours dans les médias qui cherchent à faire de la L'émotion. com, hein, de l'émotion tout de suite, du sensationnalisme, bien sûr. Donc, il travaille beaucoup. Les Russes aussi, ils parlent peu. Quand ils parlent, les Brésiliens parlent plus, mais ce que je voulais expliquer, c'est que les Russes, Poutine, il est dans l'action. Il sait que les médias occidentaux vont désinformer, vont raconter n'importe quoi, mais il n'essaye plus de rentrer là-dessus. Il ne rentre même plus dans le jeu. Il n'essaie même plus de débattre. Il sait que ce qui va faire la différence, c'est ses armes. Ce qui va faire Juste la Antoine, différence, c'est ses actions. pardon de vous couper, juste pour répondre à ma question. Donc aujourd'hui, le gouvernement brésilien a une attitude plutôt neutre, mais pas de soutien à la politique de Poutine. Ils ont alors, il y a un discours officiel et puis il y a ce qu'on fait derrière. Et il y a un discours officiel de neutralité et derrière, il y a différents accords qui sont faits, mais qui ne sont pas montrés au public. Par contre, il ne prend pas faveur ni pour l'un ni pour l'autre. Je vous parlais par exemple de l'Argentine, qui est un pays socialiste à qui il va fournir du gaz. Voilà, on dit c'est l'art de la guerre, hein. Il ne montre pas de quel drapeau il fait partie et il ne se met pas à dos les deux parties. Donc il est ami des deux parties, il n'a pas de raison de se mettre à dos l'un ou l'autre. De toute façon, c'est un pays qui est loin, hein. Donc voilà, je pense que la France devrait avoir la même attitude aussi, hein, voilà. Alors j'ai une question. Alors c'est vrai que là c'est intéressant parce que on rentre un peu dans la réelle politique, hein. C'est vrai que les médias sont assez puissants et du coup
Bon, on l'a entendu avec Israël, la Turquie, etc. Ils jouent leurs cartes dans l'ombre et c'est plutôt pas mal. J'ai une question par rapport à l'armée. Au Brésil, ils sont à peu près 212 millions. Qu'est-ce que ça représente l'armée et où êtes-vous déployé dans le monde? Ok, alors là, c'est un bon point parce que Bolsonaro, il a nommé énormément de ministres qui font partie de l'armée. Hein. Et, euh, donc, le Brésil a toujours participé et il fait partie aussi du Conseil de sécurité de l'OTAN. Hein. Donc, le Brésil est un pays puissant au niveau militaire. Et donc oui, Bolsonaro, c'est un capitaine parachutiste, donc c'est un milieu qu'il connaît vraiment très bien. On a Embraer qui a une grosse... ils fournissent des avions extrêmement ils sont enviés de partout, donc on a une technologie aussi très belle. Donc oui, le Brésil est un pays très puissant. Il y a un truc intéressant aussi au niveau militaire, c'est que sur les élections de cette année, Bolsonaro a dit qu'il va mettre l'armée de A à Z. Donc, il ne veut aucune fraude. Et il a déclaré hein, que l'armée va suivre de A à Z, ne va laisser échapper aucun détail des élections. Vous allez mettre une enveloppe, ils vont être derrière vous, ils vont venir avec vous dans le guichet, voilà, ils vont tout surveiller de A à Z. Donc, il a dit, il tient tout ça à l'œil. Donc là, Et c'est un donc, point aussi intéressant en termes de politique intérieure, comme quoi et les donc, élections à poser, ça va être un peu plus difficile. et donc, pour la question de Louis, qu'est-ce que représente, enfin, je la repose d'une manière différente, qu'est-ce que représente l'armée dans la société brésilienne? L'armée ici est très respectée. Hein. L'armée, pour toutes les familles brésiliennes, est très respectée. Souvent, il y a aussi des manipulations des médias hein, qui, justement, sont toujours dans cette inversion accusatoire. Vous êtes présenté l'armée comme quelqu'un qui tue les Noirs. Donc, c'est toujours la manipulation des médias. Mais non, ici, l'armée n'est pas trop présente. Hein. On parlait au début de l'entretien est-ce qu'il y avait des attaques? Est-ce que les gens se faisaient voler? Est-ce qu'il y avait des gangs dans les rues? Non, ça fait partie aussi de tout un mythe. C'est vrai que je pense que l'État, en fait, en ayant discuté avec pas mal d'expats, avec de gens qui habitent dans d'autres régions aussi, ils veulent pas en fait que vous quittez la France, par exemple. Ils veulent pas. Donc ils vont vous faire peur pour que vous n'allez pas dans différents endroits. Non, mais c'est vrai. Et ils font de la désinformation. Ils vont par exemple rentrer sur le site, oh, faites attention. Un peu comme dans le Covid, vous savez, ils vont faire des annonces. Vous avez peur, attention, un attentat, un truc, il y a eu une agression. Des agressions, il y en a tout le temps. Moi, je vous dis, vous faites plus agresser dans les métros à Paris que ici en vous baladant. Moi, je vais souvent dans les favelas. J'ai jamais eu de soucis dans les favelas. Voilà quoi. Une fois à Rio, il y avait un moment où il y avait une attaque même où j'étais allé visiter un ami du Jiu-Jitsu. Il n'y avait personne dans les rues de la favela au moment où je montais. C'était un petit peu bizarre. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, mais je ne m'étais pas, je m'étais pas questionné plus que ça. Je tape à sa porte. Au moment où je tape à sa porte, il y a sa femme qui me dit, rentre vite. En ce moment, il y a une attaque. Il ne faut pas que tu sortes. Et j'entends quelqu'un qui tape à la porte une fois que je suis rentré chez elle. Au moment où on ouvre, c'est un bandit, hein, un criminel avec une grosse mitraillette qui me regarde. Il me dit, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, non, je suis un Français. Et donc, je me rappelle, il pointe sa mitraillette sur mon torse. Hein, il me dit comme ça, j'adore les Français. Et il m'a laissé. Mais c'est le seul moment où j'ai eu, voilà, parce que je suis rentré au mauvais moment, au moment où il y avait une attaque. Mais sinon, c'est un pays très sûr. Hein, moi, je ne me suis jamais fait agresser. Voilà. Hein. C'est une petite anecdote un petit peu pour rigoler. Alors, Parce qu'en fait, j'ai une question. vas-y, Louis. Oui, Vas-y, je vas-y, Louis. reviens un peu au niveau économique parce que vous êtes entrepreneur au Brésil. Je sais que la Banque centrale de Brésil a monté ses taux, je crois qu'ils sont à peu près à 12%. Ça veut dire que aujourd'hui, comment ça se passe pour faire du business au Brésil? Comment ça se passe pour faire du business Oui, là-bas, oui. pour faire des prêts, etc. Enfin, parce qu'à 12%, nous on est à autour de Oui. 0,5%, donc on ne comprend pas forcément. Bien sûr. Alors, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, ça depuis des années et des années. Hein. En même temps, c'est un paradis pour les rentiers, pour les investisseurs. Maintenant, c'est sûr que, alors, que ce soit même le crédit pour l'immobilier, c'est terrible. Moi,
une société immobilière qui est maintenant qui a bifurqué. On a un mini fonds d'investissement. Et donc, en fait, nous, on est spécialisé sur les secteurs de la logistique. Donc, c'est un secteur qui a aussi des investissements fédéraux et sur lequel il y a un retour sur investissement vraiment très élevé. Avec les développements aussi des infrastructures qui a été promu par le gouvernement Bolsonaro. Donc et puis les records aussi de production de soja, etc. Donc on a une construction de nouveaux entrepôts, donc toute une logistique immobilière qui est vraiment en forte croissance. Donc ça, c'est un segment intéressant sur lequel investir. Donc il y a des possibilités aussi d'avoir un rendement intéressant. Voilà. Pendant des années, l'équivalent du livret A ici au Brésil est autour de 5-6%. Donc, c'est sûr que ça pouvait faire rêver énormément de Français. Mais alors, le coût de la vie, avec le taux d'intérêt comme ça, le coût de la vie, il est cher ou pas? Parce que... Oui, et puis avec le Covid, maintenant, on a eu des augmentations très fortes, mais qui étaient temporaires. On a l'électricité qui recommence à rebaisser. Et Bolsonaro qui a baissé aussi les impôts sur le diesel, sur l'essence, sur l'électricité aussi. Par contre, comme c'est un fonctionnement un petit peu décentralisé comme aux États-Unis, le gouverneur de Sao Paulo, lui, le corrompu, a augmenté en même temps les impôts locaux sur ces mêmes denrées, sur l'essence, sur le diesel, alors que Bolsonaro, lui, a fait baisser les impôts au niveau fédéral. Donc, il y a toute une guerre comme ça, en plus de la manipulation des médias, et qui font que les coûts sont encore un peu élevés, mais ça recommence à baisser. Donc, on le voit aussi dans notre maison, là, les dernières factures d'électricité recommencent à baisser. Donc, pour tous les citoyens un peu plus modestes, ça recommence à baisser aussi. Mais on a une récupération en V. On a une des récupérations les plus rapides après le Covid. Et comme je disais, le FMI qui a salué la réponse économique du gouvernement. Donc non, on a une très bonne. Si vous regardez le dollar aussi qui ne cesse de baisser par rapport au réal brésilien, ça montre les vrais changements en termes d'infrastructure. Et donc voilà, tout ça va s'adapter. Moi, je sais que. Ouais. Alors, juste je te coupe, excuse-moi. Alors, justement, tu as parlé du dollar brésilien. Tout à l'heure, on a parlé de la Russie, de l'Ukraine. Quels sont les rapports avec les États-Unis de Joe Biden? Oui. Oui, après, je voulais redétailler d'autres trucs concernant le crédit, mais je pense que j'ai assez détaillé aussi. Alors, Biden, on a une relation qui est cordiale, comme avec d'autres pays. Je vous ai parlé de l'Argentine, sur lequel ils vendaient du gaz, même si c'était un parti. Oui, du gaz, parce qu'ils vont avoir des problèmes ils ont un hiver assez frileux au sud de l'Argentine, donc ils vont avoir des soucis s'ils n'ont pas une bonne alimentation en gaz. Donc, par rapport aux États-Unis, moi, je parlais de Bolsonaro comme quelqu'un qui était multipolaire, mais voilà, c'est un souverainiste, donc il n'accepte pas d'être par exemple, il y a beaucoup de soucis sur l'Amazonie. Il a dénoncé fortement des ingérences, beaucoup de minerais. J'ai tout un chapitre comme quoi les militaires défendent ces zones, alors que certains Indiens aussi vendent leurs terres au profit de multinationales. Donc, il y a tout un aspect aussi de ces choses-là qui est pas expliqué, donc c'est très important. Et les États-Unis aussi font de l'extraction illégale en Amazonie, donc on a une vraie mafia internationale. Par contre, Biden, c'est simplement une marionnette, on le sait. Donc, il y a une relation de développement économique qui est très forte, qui était plus forte, bien sûr, avec Trump, mais Trump va revenir, on l'espère, bientôt. Et donc, voilà, non, on dirait que les souverainistes reprennent la main et on dit que c'est Dieudonné qui le dit très bien. Ils n'ont jamais été aussi exubérants que devant le gouffre. Donc ils sont près de leur mort et ils le sentent et donc ils essaient d'exagérer, quoi. Mais les souverainistes, j'ai l'impression qu'ils reprennent du poids. En France, c'est pas trop le cas du tout. Mais bon, on va pas parler des élections parce que c'est triste. Tertullien, est-ce que tu as eu... Moi, oui, j'ai une dernière petite question de mon côté. C'est le bilan écologique de Bolsonaro. Aujourd'hui, on sait que l'écologie, c'est quand même une préoccupation un pour sujet la très jeunesse du monde. désinformé.
un sujet Oui, très oui, je sais, informé. je suis d'accord. C'est pour ça que je voulais avoir votre point de Tout à vue fait. sur l'action écologique de Bolsonaro qui, comme vous le savez, comme dans notre domaine, est dépeinte négativement en Europe. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Voilà, alors j'ai énormément de chapitres là-dessus, hein, dès le début, comme il était 30 ans député, il a toujours vu, et comme il habitait aussi dans une région pauvre, il explique très bien de cette région pauvre dans mon bouquin, qui était une zone où il y a seulement des bananiers. Donc c'est une région au sud de Sao Paulo qui était très pauvre, hein, sachant que le père de Bolsonaro, il vendait des lacets de chaussures. Donc voilà, quelqu'un de très pauvre. Il a été dentiste aussi, mais à l'époque, il n'y avait pas de diplôme, il apprenait en le faisant. Donc, c'était des habitudes de l'époque, hein, que nos grands-parents ont peut-être connues aussi. Donc voilà, cette région où, de bananiers, et il y avait des endroits où il y avait beaucoup de bananiers, mais qui était une zone soi-disant indigène, mais ce n'était pas des indigènes brésiliens, c'était des indigènes qu'ils ont même fait venir du Paraguay, un politique qui a fait venir en disant que cette zone maintenant était indigène, mais il n'y a pas de papier officiel qui explique ça. C'est expliqué dans le bouquin. Hein. Cette zone, comment elle a été délimitée? Elle a été délimitée parce que l'Indien, un des chefs indiens, a dit qu'il a rêvé de cette zone-là. Donc il a fait un rêve. C'est cette zone-là qu'il a vue dans son rêve. Et donc cette zone-là lui appartient. Donc, on a des choses comme ça qui sont ridicules, qui sont expliquées. Et donc, on a tout un média mensonger qui explique qu'il faut respecter la terre des Indiens, alors que ces Indiens-là étaient du Paraguay. Ils ont été ramenés pour être exploités politiquement et médiatiquement par des politiques qui vendent ces terres-là et ces minéraux à des multinationales. Donc, voilà, il y a énormément de chapitres dans mon livre qui expliquent cela, hein. Donc en détail, en donnant le nom des compagnies, en expliquant tout ça. Donc j'essaie de vous regarder, de vous en trouver un par exemple, mais il y en a plein. Donc voilà pour expliquer un petit peu. Par contre, le Brésil, à chaque fois, je vais parler en termes généraux plutôt, il explique, première chose, par exemple, quand Macron s'insurge, comme quoi il y a des incendies dans la forêt, etc., que les pays qui s'insurgent le plus sont les pays qui ont le plus de multinationales qui exportent de façon illégale. Donc, il explique cela aussi, et qu'au contraire, mais le Brésil est un pays très grand, vous savez, c'est difficile à contrôler dans l'Amazonie, surtout c'est très difficile d'accès, mais les interventions contre les orpailleurs clandestins, par exemple, ont augmenté énormément durant Bolsonaro par rapport aux autres gouvernements qui, eux, au contraire, vendaient de plus en plus ces zones d'Amazonie, mais qui pourtant étaient encensées par les médias. Donc voilà, on a toujours cette guerre médiatique, alors que dans les faits, et donc je le montre voilà, dans différents chapitres, hein, alors que dans les faits, il y a une défense de ces terres-là, une défense aussi des coutumes des indigènes. Donc voilà, je le détaille spécifiquement avec le nom de certaines tribus. J'explique quel est le niobio. Donc il y a certains matériaux qui sont utilisés, qui sont très prisés par des multinationales. Donc voilà, c'est expliqué aussi dans le livre. Un petit Eh bien, teaser, écoute, voilà. eh bien, super. Eh bien, très bien. Ben, écoute, cet entretien touche à sa fin. On a fait le tour des questions qu'on voulait te poser. On te remercie pour cet entretien C'est moi passionnant qui vous remercie. et passionné. J'espère que tu as pu dire ce que tu avais à dire. Donc, on redit, hein, Bolsonaro, mythe et mensonges d'Antoine Bachelin Sénat. On peut le trouver sur Amazon en portugais, en français et en anglais. Et voilà, tous ceux qui veulent avoir un autre point de vue que le point de vue des médias dominants ou de la doxa, bah, qu'ils lisent ton livre, ils auront au moins un autre regard. Et puis c'est à eux après de faire leurs recherches, de confronter leurs sources. Et Tertullien, puis je te de venir remercie. au Brésil aussi. Et puis de Eh ben, venir au Brésil aussi. eh ben, Même vous trois. on Là, viendra chez toi. Eh ben, super. super. Tertullien, merci. Louis, merci. Et Antoine, je te remercie et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut, salut.